Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien renforce les mesures en faveur des PME et de la lutte contre la Covid-19. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous, Madame, Monsieur, vous suivez le journal. Premier Conseil des ministres de la Troisième République ce mercredi 23 décembre en présence du président Alassane Ouattara. L'équipe gouvernementale reconduite en majorité a entériné des mesures générales comprenant des projets de loi et des communications. Parmi celles-ci, le renforcement des mesures en faveur des PME et la sensibilisation dans la lutte contre la Covid-19 à la veille des fêtes. Le reportage de Corona Sekongo Kofi. Annoncé pour malade par les rumeurs en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara préside le premier Conseil des ministres de la Troisième République ce mercredi 23 décembre 2020. À l'ordre du jour, des mesures générales comprenant des projets de loi et des communications. Parmi les décisions, le renforcement des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises PME. Au titre du ministère de la promotion des PME, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au renforcement des mesures en faveur des PME pour une croissance économique plus inclusive de janvier à fin juin 2020. Ces mesures concernent notamment le financement, la fiscalité, l'accès au marché public et la dette intérieure fournisseur. Relativement au financement, le décret du 8 janvier 2020 portant organisation et fonctionnement du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises a permis d'alléger et de faciliter les conditions d'accès aux ressources financières pour les PME. En outre, le gouvernement a mis en place différents fonds de soutien au secteur productif, dont le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA. En vue de soutenir d'une manière générale les PME, les mesures fiscales en leur faveur ont également été prises à travers l'année fiscale 2020. Il s'agit notamment de l'amnistie fiscale pour les entreprises qui ont procédé à leur immatriculation au plus tard le 30 avril 2020, de l'exonération de la contribution des patentes pour les PME pendant les 5 années suivant la date de leur création. À la veille des fêtes de fin d'année, le gouvernement insiste sur le message de sensibilisation dans la lutte contre la Covid-19. Comment faire pour limiter ce propos, donc de renforcer la sensibilisation? C'est important ici. Pour le moment, c'est ce qui est important. La sensibilisation pour le respect des mesures barrières, car aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs, il y a des concerts, des événements artistiques, il y a des événements familiaux, il y a beaucoup de mariages en ce moment. Samedi, il y en avait les réveillons. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Donc, le gouvernement, au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Le Conseil des ministres annonce l'ouverture de la campagne du café le 28 décembre 2020. Le prix du kilogramme borchon est fixé à 550 francs CFA. Restons toujours dans le domaine du tourisme, cette fois-ci pour parler de loisirs. Les tenanciers de maquis, caves et restaurants de la commune de Koumassi ont pris part à un programme de formation ce 22 et 23 décembre. L'initiateur de cette formation est la Fédération des organisations et professionnels du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire. L'objectif à travers cette formation est de rehausser la qualité du service de ces différents établissements. Le témoignage de Walter Kofi et Ezekiel Seri. Les tenanciers de maquis, caves et restaurants de la commune de Koumassi augmentent leurs chances d'absorber toute la clientèle dans cette période de fin d'année. Durant 2 jours, ils ont été formés sur les outils nécessaires pour améliorer leurs services. La Fédération des organisations et professionnels du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire
FOPTELSI, organisme à l'origine de cette formation, souhaite à travers cette mise à niveau professionnaliser le milieu. Aujourd'hui, cette formation a pour objectif essentiel de permettre à ceux qui sont pas du tout sensibilisés à la question du tourisme et des loisirs, de pouvoir être formés, de comprendre le cadre dans lequel ils évoluent, de comprendre qu'il est nécessaire de déclarer, d'avoir une autorisation d'opérer et que cela permet d'avoir accès à un certain nombre d'aides, à la fois publiques, mais aussi des aides de structures comme le Fonds du développement touristique pour mener à bien leur activité pour eux-mêmes, pour leur structure et pour les clients et les habitants qui viennent consommer chez eux. Cette formation est financée à hauteur de 10 millions de francs CFA par le Fonds de développement touristique, FDT. Le maquis constitue une particularité pour la Côte d'Ivoire. Et quand vous allez dans un maquis, ce qui vous est servi, c'est ce qui se raconte ailleurs. Pendant la CAN 2023, nous aurons beaucoup de visiteurs. Il faut les accueillir et montrer l'image de la Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui le président le plus heureux, le plus comblé. Et je voulais profiter de cette lucarne-là pour dire sincèrement merci aux autorités. Créée en 2019, la Fédération des organisations professionnelles du tourisme et des loisirs de Côte d'Ivoire, FOPTELSI, s'est donné pour mission de contribuer à la redynamisation du secteur du tourisme et des loisirs en Côte d'Ivoire. L'association entend continuer de mener des actions pour la relance du secteur touristique ivoirien freiné par la Covid-19. 100 millions de francs CFA, c'est le montant total du don offert aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises par la GIZ et le collectif national des centres de gestion agréés. Ce don matériel, équipement et marchandises est la troisième et dernière composante du projet de renforcement de capacité des PME pour accroître leur résilience post-Covid-19. Il vise à réduire les effets néfastes de la Covid-19 sur les PME et les TPE. Mon désir Nassimanto, Richard Akeke. C'est une cérémonie pour clôturer en beauté le programme dénommé Projet de renforcement de capacité des PME pour accroître leur résilience post-crise Covid-19. C'est un programme à 3 volets dont l'objectif est de réduire l'impact négatif de la Covid-19 sur les TPE, très petites entreprises et les PME, petites et moyennes entreprises. Initié et exécuté respectivement par la GIZ et le collectif national des centres de gestion agréés, ce projet, fruit d'une coopération de plusieurs années entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne, est à son terme. En cette période difficile, lorsque une structure prend l'engagement de former des entreprises à l'effet de renforcer leurs capacités pour résister aux impacts, cette initiative doit être louée. C'est en ce sens que le ministre vous remercie très sincèrement de cette heureuse initiative. Je voudrais, chers dirigeants de PME, vous demander de véritablement prendre votre place dans le développement économique de notre pays. Profitez de cet atelier pour faire un appel à la formation, à la formalisation de vos entreprises et à la tenue d'une comptabilité régulière de vos établissements, aussi petites soient-elles. Vous ne devez pas voir les CGA comme des contrôleurs ou agents des fiscs. Les CGA sont vos partenaires. Je félicite les bénéficiaires de ce jour et les invite à faire bon usage des connaissances acquises et des équipements reçus. Devant le représentant de la GIZ, partenaire clé de ce projet, la dernière étape a été déroulée. Ce sont essentiellement des kits sanitaires anti-Covid-19, des congélateurs, des kits de matériel de cuisine, des onduleurs, des photocopieuses, des ordinateurs, des kits de projection vidéo et d'autres matériels de bureau et de travail, le tout pour une valeur de 100 millions de francs CFA qui ont été distribués gracieusement aux PME et TPE. Donc le CNCGA nous a fait une proposition technique et financière qui a été validée et il est prévu dans cette proposition-là l'acquisition de matériel, d'équipements et de marchandises pour les mettre à la disposition des bénéficiaires dans le cadre de ce programme-là. Et ce qui a été prévu se déroule comme il se doit. Et c'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui, de constater que tout ce qui a été prévu dès le départ se passe selon les procédures de la GIZ. Et nous avons été agréablement surprises de voir comment nos PME adhérentes se sont rapidement
mise dans le digital en arrivant à se connecter sur la plateforme en ligne pour suivre les formations pendant tous ces 3 mois-là. Il en est de même également pour les CGA. Hier, nous avons eu à remettre les équipements à tous les bénéficiaires, c'est-à-dire les PME adhérentes et les CGA. Les responsables des PME et TPE bénéficiaires de ce programme ont dit toute leur satisfaction pour avoir participé à ce projet qui leur a permis, entre autres, d'accroître leur qualité de management, mais aussi de réinventer leur modèle de business. Également, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE a décerné le prix national d'excellence aux meilleurs élèves des niveaux CEP, BEPC et BAC en Côte d'Ivoire. Cette année, ils sont 9 à être distingués, selon le témoignage de Pierre Tebeu et Marie Wisseri. Ils vont avoir 500 000, ceux qui devaient avoir 500 000 vont avoir 1 million de francs CFA. Félicitations à vous. Au nombre de 9, ces élèves qui ont brillamment réussi à leurs examens de fin de cycle primaire, secondaire et technique ont reçu chacun une enveloppe, une médaille d'honneur et des kits de la compagnie ivoirienne d'électricité. Dans sa politique de promotion de l'excellence, la CIE récompense les meilleurs élèves à travers son prix national d'excellence CIE du meilleur élève. Elle récompense les élèves pour leurs brillants résultats aux examens à grand tirage, à savoir le CEPE, le BEPC, le baccalauréat de toutes séries confondues. Nous sommes très contents d'être là parmi tous ces officiels et tous nos camarades, notre famille surtout, pour recevoir notre prix. Vraiment, ça a été difficile l'année scolaire, mais on a relevé le défi. Et voir notre travail récompensé, ça fait du bien. C'est une occasion pour moi de remercier encore la CIE, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et avec ce que vraiment j'ai vu, avec toutes les expériences que vraiment j'ai eues ce matin, j'aimerais encore travailler plus durement pour décrocher le prix du meilleur élève national CIE. Il faut indiquer que les 5 jeunes Ivoiriens brillamment admis récemment à l'école polytechnique de Paris étaient les invités de la CIE qui entendaient ainsi exhorter les plus jeunes à suivre leur exemple. Le directeur général de la CIE a annoncé que le groupe Eranov a décidé de doubler les prix remis aux élèves. Alors justement, nous avons décidé à partir de cette année d'organiser un peu plus le suivi. Nous avions quelques retours qui étaient faits de manière informelle, donc plusieurs sont en train de faire leur cycle de formation à l'étranger. Comme je vous dis, c'est la 6e édition, ce qui veut dire qu'ils sont tous au bout de 5-6 ans encore en cours de formation pour la plupart ou en stage. Donc nous avons décidé à partir de cette année de faire un suivi beaucoup plus systématique et de pouvoir leur permettre d'avoir des opportunités d'emploi. Donc nous employons au sein de CIE Sodeci déjà aujourd'hui plus de 7500 collaborateurs. Au sein du groupe, c'est plus de 8000 collaborateurs donc déjà. Et nous pensons que ces talents-là peuvent avoir toute leur place au sein du groupe. L'innovation de cette édition a été d'étendre les récompenses à l'ensemble des directions régionales de la compagnie. Et cela pour mieux faire rayonner à l'intérieur du pays le prix national d'excellence CIE du meilleur élève. Il s'agit d'en faire bénéficier tous les élèves qui se sont distingués dans leur région. L'excellence a été ainsi mise en lumière à Aboissau et Dabou le 9 octobre 2020, à Yamoussoukro et Bouaké le 14 octobre 2020, à Abidjan le 17 octobre et enfin d'Aloa à Bengourou, Korogo, Gagnoa et Mans les 21 et 28 octobre 2020. Direction Atié-Guakro où s'est tenu le dernier conseil municipal. Au cours de ce conseil, il a été question de présenter les projets réalisés et ceux à venir, sans oublier la politique à mener pour faire entrer de l'argent dans les caisses municipales. Charles Kwaku. L'ultime séance municipale de l'année 2020 a été l'occasion pour le premier magistrat d'Atié-Guakro de faire le point des activités. Pour l'exercice qui s'achève, l'équipe municipale a réalisé des projets en faveur de ses administrés. Il s'agit de la construction d'écoles, d'insertion de jeunes dans certains secteurs d'activité et de soutien aux femmes de la commune. Des actions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Atié-Guakro. Les populations d'Atié-Guakro doivent retenir que c'est une mairie dynamique. Tous les projets qui ont été arrêtés pour l'exercice 2020 seront exécutés. Érigé en commune depuis 2018, Atié-Guakro connaît quelques difficultés en matière de collecte des ressources propres. Des problèmes qui freinent un tant soit peu la bonne marche de la commune
d'où l'appel du maire à ses administrés. Quand on devient commune, il y a quand même certaines contraintes, à savoir le paiement de certaines taxes. Donc, je demande à la population de comprendre ce message, de faire en sorte de pouvoir payer les taxes municipales. Parce que c'est à travers les taxes municipales que nous allons avoir des ressources nécessaires pour financer toutes les opérations que je viens d'évoquer. Au cours de la rencontre, le Conseil s'est également penché sur les projets de l'exercice en approche. Pour mener à bien les activités, l'équipe municipale a adopté un budget de 163 millions de francs CFA, des ressources qui permettront de réaliser d'importants projets pour la commune. Pour 2021, nous avons arrêté d'autres projets, par exemple le début de la construction du marché d'Atigua-Koro, qui va connaître le jour à partir de 2021. En plus du marché, nous allons continuer dans la construction des logements sociaux, des logements pour les instituteurs. Nous allons également procéder à l'acquisition de véhicules de service pour permettre à la mairie d'être beaucoup plus visible, d'être beaucoup plus mobile. C'est donc une année 2021 qui s'annonce riche en projets pour lesquels le conseil municipal recommande un esprit constructif des populations pour une commune d'Atigua-Koro plus développée. Rendons-nous à présent à Diokwe où le conseil régional du Guémon a tenu sa 3e session ordinaire de l'année 2020. Le budget primitif de 2021 adopté s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Les secteurs prioritaires sont la route, l'éducation, la santé et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Théodore Kanga. Le budget primitif 2021 du Conseil régional du Guémon s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 3 milliards de francs CFA, dont 2 milliards 288 314 000 francs pour l'investissement et 1 milliard 117 78 000 francs au fonctionnement. Selon Seredo Célestin, président du conseil régional du Guémon, ce budget sera consacré en grande partie aux infrastructures routières, à l'éducation et à l'autonomisation des jeunes. Les priorités aujourd'hui, c'est toujours les routes. Parce que le Guémon a un besoin criard d'infrastructures routières. Les routes, et nous allons terminer le pan concernant l'école. Il faut la route parce que la route précède le développement. Mais dès qu'il y a route, il faut former les citoyens. Comme le disait l'autre, un citoyen mal formé est un danger pour la société. Donc nous allons mettre l'accent sur l'école. Et en plus de l'école, c'est d'amener les jeunes à être autonomes pour ne pas que le politique utilise nos jeunesses à souhait. Seredo Célestin a dressé le bilan de ces activités. Lequel bilan jugé satisfaisant par les populations selon le premier responsable du conseil régional. Nous pouvons dire ce qui s'entend et c'est d'ici et là que nous sommes fiers d'avoir pris les rênes du conseil régional. Beaucoup reste à faire, mais je suis satisfait pour les 2 premières années de ma gestion. En plus des projets en souffrance laissés par son prédécesseur, le président du conseil régional et son équipe ont programmé et réalisé 27 nouveaux projets en 2 années d'exercice. Bonne nouvelle pour la ville de Grand-Bérébi située au sud-ouest ivoirien. Elle a été officiellement déclarée première aire marine protégée de Côte d'Ivoire. La création de cet espace dans la région de San Pedro offre une opportunité certaine de dynamiser le tourisme local, la pêche durable tout en préservant les ressources marines et halieutiques. Le reportage d'Abel Kouaou est commenté par Daniel Kodjo. Le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable ne lésine pas sur les moyens pour contribuer au bien-être des populations. Dans le but de trouver des solutions face à la dégradation des écosystèmes marins et côtiers, ainsi qu'à la diminution des stocks halieutiques, ce département ministériel aboutit à la création d'une aire marine protégée AMP dans la ville de Grand-Bérébi. Le site pilote localisé dans la région de San Pedro couvre une superficie d'environ 23 480 hectares. Non seulement cette installation nous permet de protéger, de préserver la biodiversité, mais aussi à terme générer beaucoup d'activités, créer beaucoup d'activités, beaucoup de projets génératrices de revenus pour les populations. Nous allons donc avoir un certain nombre d'infrastructures, des hôtels, des restaurants pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les touristes. Le tourisme, l'écotourisme va être vraiment amplifié
Et puis l'autre, c'est qu'il y aura la construction, l'ouverture et la réfection des voies de communication qui permettront de désenclaver les localités de la région de Grand Bérébi, toutes choses qui permettront à nos populations d'avoir une vie décente. Pour ce qui est des contraintes au niveau des populations sur l'érection du site de Grand Bérébi en aire marine protégée, disons qu'elles sont minimes. La classification de l'aire marine protégée d'une superficie totale de 2600 km² n'entraîne pratiquement aucune contrainte vis-à-vis des populations. Il s'agit de mettre en place des outils de gestion qui vont permettre aux populations qui s'adonnent à la pêche, par exemple, qui vont permettre à la ressource de se reposer et se renouveler. Ce sont des outils qui vont faire de telle sorte que la pollution halieutique soit plus importante. C'est des outils qui vont faire de telle sorte que la pollution des plages soit évitée et que les touristes puissent venir se baigner plus longtemps. Les missions préparatoires à la création de l'AMP de Grand Bérébi ont été possibles grâce à des financements des gouvernements suédois et ivoiriens ainsi qu'à ceux de la Convention d'Abidjan. Pour le ministre Philippe Légré, en charge des affaires maritimes, ce projet répond aisément aux défis d'aménagement, de protection et de gestion intégrée du littoral. Il est important que notre département, qui est directement lié à cette protection, soit doté de moyens de protection et de sécurité pour pouvoir protéger tous ces aires-là. Voyez-vous, lorsque nous demandons et sollicitons des investissements au profit du ministère des Affaires maritimes, c'est pour pouvoir permettre à nos collaborateurs d'assurer la sécurité dans l'espace maritime et protéger l'économie bleue. La ville de Grand Bérébi a été identifiée comme site pilote de l'initiative de création du réseau d'aires marines protégées de Côte d'Ivoire. Le pays compte encore 4 autres espaces AMP, à savoir le site transfrontalier de l'embouchure du fleuve Cavali à Tabou, le site de la forêt classée de Dacioko, le site du parc national d'Azani et le site transfrontalier des îles Eotilé. Et puis en République démocratique du Congo, il y a eu le vernissage du livre « Le Congo d'après, nécessité du changement de cap post-Covid-19 ». Écrit par le sénateur Guy Loando, cet ouvrage insiste sur la bonne gouvernance comme solution dans un pays réputé de scandales géologiques et aux richesses variées avec une population pauvre. Par la même occasion, le sénateur Guy Loando s'est vu décerner 2 diplômes en philosophie, business et gestion et celui de l'entrepreneuriat mondial. Pierre Tebeu. C'est une analyse avec des pistes de solutions sur la situation du pays, 60 ans après l'indépendance et dans le contexte particulier de la Covid-19. Dans cet ouvrage à 8 chapitres, écrit par le sénateur Guy Loando, intitulé « Le Congo d'après, nécessité de changement de cap post-Covid-19 ». Au premier chapitre, l'auteur propose des pistes de solutions pour limiter les dégâts de la pandémie de Covid-19 sur l'économie. Et donc c'est un livre qui est destiné à tout le public, ceux qui sont intéressés par les questions de développement, ceux-là qui aiment le Congo, qui croient à l'avenir de ces pays, qui croient qu'on peut encore faire mieux. C'est vrai, le parcours 60 ans après, nous avons fait un parcours. Qu'est-ce qu'il faut faire après les 60 ans et avec l'avènement de la Covid? Et donc c'est une réflexion que nous avons lancée de cet ouvrage qui est réparti en 8 chapitres, où nous parlons des questions liées à la santé, des questions liées à la recherche scientifique, des questions liées à la bonne gouvernance. Un pays scandaleusement riche. Le livre Congo d'après illustre par ailleurs le paradoxe entre une diversité d'une faune et flore, mais aussi d'un sol et un sous-sol riche en minerais, mais avec une population composée parmi les plus pauvres du monde. L'ouvrage du sénateur Guy Loando est un appel à un sursaut patriotique pour tous les fils et filles du pays, afin de relever le défi. Pour l'auteur, la stabilité du pays dans ce contexte est tributaire d'une bonne gouvernance. Nous avons été frappés de plein pied sur le plan économique. Donc nous n'aurons pas, certainement pas, du moins pour l'année qui va arriver, le budget, on ne va pas les réaliser parce que vous savez, toutes les sociétés qui payent les impôts sur le bénéfice, ils ont été frappés de plein fouet par cette pandémie. Donc ils vont déclarer certainement des pertes pour l'année prochaine. Ce qui appelle que le minimum des recettes publiques qui sera mobilisé doit être utilisé vraiment de façon rationnelle. C'est ça la fameuse bonne gouvernance. Acteur dans la philanthropique, président de la Fondation Widal,
avec plusieurs réalisations à travers le pays. Sénateur, avocat, Guy Loando a par ailleurs été décerné en marge de la cérémonie de vernissage de cet ouvrage, docteur en philosophie, business et gestion, et celui de l'entrepreneuriat mondial de Scholar Eagle Christian University. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du pays, mais aussi des diplomates venus honorer le savoir de ce fils du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.